les hommes, ils vont tout droit. Ils se donnent les moyens. Ils n'ont pas d'excuses. Les femmes, parfois, je pense qu'on se pose beaucoup de questions. On est beaucoup dans l'émotion et tout ça. Donc, là où on peut nous ralentir nous-mêmes, je pense qu'il faudrait juste se dire, si je n'ai pas gagné, c'est parce que peut-être je ne me suis pas assez entraînée ou parce que je me suis posé trop de questions. Si la polyvalence était une personne, elle serait italienne, à la fois représentative de la Dolce Vita et de la street, tout terrain. Je reprendrai une lyrics de Baccar qui dit « À la rose, le carré de béton, elle est la rose du bitume. » Bienvenue à toi, Martina. Trop beau, wow. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Pour le deuxième épisode, ça va, hein? Waouh. Présentée comme il se doit, une danseuse qui mérite sa gloire. Merci beaucoup. Alors, comment vas-tu, Martina? Je vais très, très bien et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Nous aussi, ça nous fait plaisir. On a commencé le podcast depuis la semaine dernière et là, on n'a que des invités de qualité. Ouais. Et aujourd'hui, quoi de mieux que l'élégance, à la fois l'élégance, mais aussi à la fois le côté street d'une danseuse. Elle représente tous ces aspects-là. Alors Martina, nous, on aimerait connaître ton parcours parce qu'on sait que tu viens d'Italie. Est-ce que tu pourrais te présenter? Du coup, Martina, je suis italienne. Je suis à Paris depuis 2015. Ça fait exactement presque 9 ans, bientôt 9 ans que je suis là. Et j'ai commencé la danse avec des danses traditionnelles italiennes, danse de salon, donc tout ce qui est chez nous ça s'appelle valzer, mazurka et polka. C'est des danses traditionnelles italiennes qui se dansent à deux, en couple du coup. Et je faisais des compétitions, toujours passionnée par tout ce qui est danse à deux. Et j'ai découvert plus tard tout ce qui est latino quand j'avais genre 14 ans. Et je suis tombée amoureuse de tout ça. Du coup, j'ai toujours eu les talents à mes pieds depuis petite. D'accord. Et quand j'ai découvert le hip-hop vers 16-17 ans, et je suis grave tombée amoureuse. Genre, je ne l'ai plus jamais quitté, tout ce qui est hip-hop et house. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur les danses à deux que tu as appris lorsque tu étais en Italie. Mm-hmm. Tu as dit polka, c'est un rapport avec la polska? Ou zéro rapport? Non, zéro rapport. Ah, t'es à côté là. La polka, c'est une danse genre on saute beaucoup, on lève les jambes, on tourne. Il y a le clarinet, il y a vraiment beaucoup d'instruments qu'on peut entendre dans plusieurs cultures d'ailleurs. Même dans les cultures antillaises ou africaines, parfois, on a les mêmes instruments et c'est très intéressant de voir le mélange culturel qu'il y a dans toutes les musiques, en fait. D'accord. Et une autre question, est-ce que tes parents aimaient danser? Ou ton amour pour la danse, il est venu, par exemple, moi, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand j'étais gamin, forcément, comme tout enfant de ma génération, c'était Michael Jackson. Vous savez, et il y avait un peu tout ce qui est top 50 et tout. C'est comme ça que j'ai découvert le hip-hop avec Benebi. Et après, par la suite, j'ai été amené à regarder l'émission de HIP de Ciné. Est-ce que toi, tes parents aussi, ils mettaient beaucoup de danse à la télé? Parce que la télé existait déjà. Hein? Pas du tout. Moi, je ne sais même pas d'où je sors. Je pense que je suis un peu l'alien de la famille. J'ai juste des souvenirs qu'on m'a raconté. Malheureusement, mon grand-père, il n'est plus là, mais à l'époque, quand il était là, il aimait beaucoup danser. Donc, je crois que ça vient un peu de lui. Lui, il était vraiment passionné par la danse, et notamment ma grand-mère aussi. Donc, à part ça, non, mes parents, ils n'écoutent pas beaucoup de musique, ils ne savent pas danser. Moi, je me rappelle que j'avais 8 ans, j'ai regardé les clips d'Eminem, je ne parlais pas du tout anglais et je faisais du yaourt. Voilà, je regardais la chaîne MTV, tout le R&B, je ne savais pas du tout que c'était du hip-hop, que c'était du R&B. J'étais grave passionnée. Et j'ai enchaîné les chaînes de musique et je faisais des chorégraphies dans ma chambre. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'étais en train de faire, mais je faisais des mouvements que j'ai recopiés de ce que je voyais à la télé, quoi. D'accord, ok. Voilà.
Tu avais un peu ton imagination qui débordait un peu. Tu étais une artiste dans l'âme et tout ça. Ok. À préciser que donc dans ta génération-là, tout ce qui se passait, ça se passait à la télé, qu'il n'y avait pas forcément Internet. Et du coup, tu Absolument. devais apprendre par les clips ou les chorés que tu Exactement. voyais. Et c'est comme ça que tu t'enseignais. Mais du coup, là, tu m'avais dit, enfin en aparté, que tu as commencé le hip-hop bien plus tard. Oui, exactement. En fait, moi, alors, on fait un petit résumé. Danse de couple, du coup, la compète, du coup, on grandit, il n'y a pas assez de danseurs garçons. Pour cela, j'ai dû passer au latino. Autodidacte, je me suis renseignée, je suis partie voyager, nanana. Et ça ne me suffisait plus. J'avais envie de découvrir autre chose. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais un cours dans ma ville de San Marino, c'est la République de San Marin où j'habite. C'est vraiment une petite république en Italie. Et il n'y avait pas vraiment de culture de hip-hop. J'ai dû vraiment me renseigner et tout ça. Et c'était difficile parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était le hip-hop. On m'avait jamais expliqué. Je voyais juste des clips des gens qui rappaient. J'aimais beaucoup tout ce qui était Black Eyed Peas, Busta Rhymes, Eminem, comme j'ai déjà dit. Mais il n'y avait pas une culture chez nous. Donc j'ai dû vraiment aller plus loin, faire des recherches. Et c'est bizarre parce que j'ai fait un chemin complètement opposé. J'ai bougé dans une ville plus grande qui s'appelle Bologna. Et c'est là où j'ai vraiment vu, oh là là, c'est ça le hip-hop. J'ai pris une claque parce que j'ai pensé savoir un peu danser quand même. Je vais au premier cours, je savais rien faire, je ne pouvais même pas suivre, j'étais vraiment nulle. Et là, ça m'a donné vraiment envie de me dire, OK, je vais tout apprendre, je vais être forte, je veux apprendre le freestyle et tout ça. Bah, là, tu C'est un, parles. c'est un peu comme nous tous, je pense. Oui. Charlie, c'était quoi ton déclic, toi, quand tu as vu que tu as su que tu ne savais pas danser? Alors, moi, mon déclic où je ne savais pas danser est arrivé très tôt. À l'âge de mes 3-4 ans, il y avait mon cousin Kevin que j'aime, je te salue, et qui venait tous les Noëls et tous les Nouvel An. Et il s'avérait qu'il avait des meilleurs talents danseurs que moi. Et que moi, quand je dansais, ma mère, elle disait « Mais comment tu danses? T'es nul. Arrête ça. Pauvre. » Donc, du coup, je me suis dit bah, « Je suis vraiment pas bon danseur. » Mais ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Mais je pense aussi parce que je suis de la génération de Benebi. Benebi, bon, je suis plus jeune, mais c'est à cette époque-là qu'il y avait les clips de Benebi. Et c'est le mélange Michael Jackson, Benebi, New Kids on the Block, Step by Step. Ooh, baby. New Kids on the Block. On peut applaudir la voix quand même. Waouh. Et tous ces trucs-là font que c'est comme ça que j'ai commencé à danser. Mais j'aimerais revenir sur un truc, parce que tu parles de... oui, je voulais tout apprendre, je voulais tout faire. Est-ce que la compétition, parce que tu en as fait quand tu étais plus jeune, ce que tu nous disais au début du podcast, est-ce que c'est que le fait de faire beaucoup de compétitions, ça a créé un peu cette détermination chez toi qui a dit, bah, quand je veux faire un truc, je le fais à fond et je vais y arriver? Je pense que c'est exactement ça. J'ai eu cette empreinte de mes profs de danse depuis petite et je n'ai jamais aimé perdre. Je déteste la lose. Donc, quand je perds, aujourd'hui, j'apprends, je prends des leçons, j'évolue. Mais vraiment, j'ai besoin de sentir qu'il y a vraiment un chemin d'évolution, que chaque jour, je peux m'améliorer, de faire mieux. Et j'adore la compétition. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vraiment, c'est ancré en moi. Ça me fait vibrer et ça m'inspire énormément de voir ce que les autres gens ils peuvent faire mieux que moi. En fait, pour moi, c'est une inspiration. Et je me rappelle, j'étais à l'université, j'ai étudié anthropologie, j'ai rentré chez moi après 9 heures d'études dans la bibliothèque et tout. J'attendais juste la fin de la journée pour aller chez moi. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien. Les voisins en bas, je ne pouvais pas trop taper le sol. J'ai bougé les miroirs pour m'entraîner, j'essayais de faire des vagues là, j'ai cassé les poignets, les coudes, l'épaule. J'ai fait de tout, j'ai ressemblé à rien du tout. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que ça marchait, que j'apprenais des choses, que mon corps, il changeait la danse. Et de plus en plus, j'en voulais. Je voulais plus en plus avoir la technique, pouvoir m'exprimer, tout ça, c'était incroyable. Alors du coup, tu disais un peu que tu as appris de toi-même, mais est-ce que, par exemple, quand tu étais petite, tu faisais les danses de salon, est-ce que ces danses de salon-là t'ont permis
d'acquérir ce qu'on appelle ton identité, d'acquérir cette énergie qui est la tienne? Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que, c'est pas motivé, mais est-ce que ça t'a permis de dire, bah, moi, je viens de là et je vais transmettre ce que j'ai appris, mais je vais le dénaturer tout en gardant mes deux amours qui sont les danses de couple et les danses de hip-hop. Ouais, Du ça hip-hop. c'était la question de toute ma vie. Mhm. Avant de venir en France, justement, j'avais ce combat dans ma tête, dans mon cœur. Je me disais, ah mais purée, les gens, ils veulent absolument séparer les deux. Ils me disent, ah, t'es trop latino, dans ton corps, il y a des mouvements qui sont trop salsa. Le hip-hop, c'est plus le groove, nanana. On dirait qu'ils voulaient absolument séparer les deux, alors que non. Toute la danse a été influencée mutuellement. Dans la salsa, il y a de l'afro. Dans le hip-hop, il y a de la salsa. Dans la house, il y a des claquettes, il y a du jazz. Il y a vraiment de tout. Toutes les danses peuvent s'inspirer mutuellement. Et c'est quand je suis arrivée à Paris et j'ai vu vraiment cette richesse culturelle. Les gens qui avaient le même background que moi, Ouais. genre ils avaient étudié et la salsa et le hip-hop, je me suis dit, mais en fait, c'est possible de mélanger les deux. Ou même, si on ne veut pas les mélanger, mais ton corps, il a des gestuels, des vocabulaires différents. Et pourquoi tu dois te priver d'une danse pour pouvoir faire une autre, tu vois? D'accord. Et c'est ça la force de l'art, c'est de pouvoir s'inspirer des autres et de créer, recréer et ainsi de suite. Alors moi j'ai une question, parce que j'ai de très bons amis qui sont en Italie aussi, mais je leur ai pas demandé et j'étais en face de moi. As-tu une idée à peu près de quand la danse hip-hop a pu arriver en Italie? Moi, je sais que dans les années 80, il y avait un gars qui s'appelle Maurizio qui a fait beaucoup de choses pour la culture break en Italie. D'accord. Et après, moi, j'étais pas très renseignée à cette époque-là parce que j'étais même pas née. Moi, je suis née en 91. Oui. Donc, j'ai connu plus tard la culture hip-hop. Et je sais qu'il y a vraiment un mouvement qui s'est créé. Il y a un peu les anciens, tout ce qui est Byron Claricia, Spunky, mes enseignants qui ont beaucoup fait. Je me permets de Vas-y. t'interpeller. Byron, il n'est pas français? Oui, il est français justement, il vient de Sarcelles. Ouais. C'est un ancien sarcellite qui a décidé de vivre en Italie et il a beaucoup, beaucoup transmis à la culture italienne D'accord. et beaucoup fait pour le hip-hop en Italie. D'accord, ok, Voilà. c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Alors, une autre question. Tu as grandi en Italie, forcément. Est-ce que tu écoutais un peu tout ce qui était hip-hop italien, ces trucs-là, ou tu étais vraiment tourné, comme beaucoup, vers l'Amérique? Par exemple, moi, j'ai mis du temps avant d'écouter du rap français, parce que le hip-hop américain était un peu plus chanté. Il y avait ce côté un peu mélodieux qu'il pouvait y avoir. Et le rap français a fini par avoir son identité par la suite. Est-ce que toi, t'écoutais de la musique du rap italien ou t'écoutais, je sais pas, des boys bands ou ce qu'on appelle l'eurodance? Ah ouais. Je suis passée par là, moi aussi. C'est sûr que l'influence américaine a été présente dans toutes les cultures en Europe, je pense. Du coup, comme je te disais, Eminem, Busta Rhymes, moi j'aimais beaucoup tout ce qui était R&B, Gwen Stefani, Michael Jackson, j'adorais vraiment, je m'inspirais beaucoup de lui. Et oui, c'est vrai que quand j'avais 14-15 ans, il y avait des rappeurs, Fabri Fibra, Nestlé. J'écoutais beaucoup Nefa. Nefa, c'est un rappeur incroyable, un compositeur, poète. Maintenant, il est pas trop rap, il est passé sur le côté commercial, mais c'est vrai que j'ai découvert après tout ce qui est rap italien et culture de hip-hop italienne. Mais il y en a et c'est très puissant en Italie maintenant. D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y a une très, très grosse communauté qui se développe et qui fait même des featuring, des fois avec de gros rappeurs français comme SCH ou autres. Maintenant, j'aimerais parler de ton arrivée en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Et c'est pas commun forcément aussi de se dire, bon, là, je plaque tout. Je tente ma chance. Je tente le tout pour le tout. Comment ça s'est passé? Alors, je me rappelle, j'étais à l'université à Bologne
et je n'arrêtais pas de penser à la danse. Je sortais de la bibliothèque, j'avais qu'une pensée, toujours m'entraîner la danse. Je veux danser, je veux aller loin, je veux vivre de ça. Et je voyais des amis italiens qui étaient venus en France. Ils me parlaient souvent du 104 à Paris, qu'il y avait des danseurs de ouf. Et du coup, ce 104, on dirait le temple de la danse. Ça nous attirait énormément. En plus, il y avait la Juste Debout School, les gens qui venaient de toute Europe pour apprendre la danse à Paris. Moi, depuis l'Italie, je voyais que les plus forts, mes inspirations, Mamson, Babson, Icy, les Capella, les Malcolm, et Richard et Claes Empassi, que c'est mes anciens. Tu vois, ces gens-là, ils étaient à Paris et moi, je me suis dit, je dois aller là où il y a les plus forts. C'est impossible que je reste ici. Moi, je veux vraiment me challenger, aller plus loin, évoluer et peut-être me faire former, je ne sais pas. J'ai sauté dans le vide. Vraiment, j'ai senti quelque chose qui m'appelait. Et quand tu l'as annoncé à tes parents, parce que tu étais à l'université, on connaît, hein, la danse, souvent, c'est considéré comme une passion et non un métier. Ouais. Un métier. Qu'est-ce que t'ont dit tes parents? Alors, mes parents, heureusement, ils n'ont pas eu grand-chose à dire parce que j'ai terminé mes 3 années. J'ai quand même pris ma licence avec une bonne note, donc ça va. Mais mon papa, il m'a dit, de toute façon, tu vas rester 6 mois et tu vas revenir. Vas-y, amuse-toi, fais tes expériences. Là, ça fait presque 9 ans que je suis à Paris. Waouh, c'est incroyable. Et disons qu'ils n'avaient pas trop confiance. Ils avaient peur parce que, comme tu l'as dit, la danse, ça s'est vu beaucoup comme une passion, un métier un peu qui ne paye pas trop, tu vois. Oui. Bon, après, c'est un peu le cas aussi. Ouais, c'est le cas aussi, mais nous, on fait ça parce que ça nous rend heureux. C'est la passion, c'est la flamme. On n'est pas là pour compter à chaque fois combien d'argent on a sur le compte en banque, sinon on ferait un autre métier. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est une vraie question. Alors, là, on a commencé le parcours. Tu arrives en France. Tu t'installes, on va dire ça. Est-ce que déjà tu t'installes assez rapidement ou... Ouais, 2015. J'avais déjà un petit appartement en colocation. J'avais déjà trouvé comment faire. Donc, il n'y a pas eu le problème, d'install. Maintenant, est-ce que c'est comment? Tu vas dans les cours ou tu vas directement au 104? Je vais directement au 104. J'avais du coup la connexion avec Claes et Richard. Et du coup, j'étais rentrée, disons, dans Eman School, leur école de danse. Claes, il avait commencé un peu à me former. Mais entre-temps, j'ai rencontré les gars de mon groupe extrêmement beau, Rodrigue, Isiaka et Gaël. Et c'était des gens qui avaient le même parcours que moi, la salsa et le hip-hop. On a eu un imprinting, vraiment une connexion ultime. Et on a commencé à danser ensemble. On a fait une vidéo qui a buzzé dans tout le monde. Ouais. Et ils ont commencé à nous appeler partout. Du coup, disons que j'ai un peu quitté cette école avec Claes et Richard et je suis allée tout de suite dans le côté professionnel. D'accord, parce qu'en fait, quand tu étais avec Claes et Richard, tu n'étais que dans le hip-hop, alors que quand tu as rencontré Rodrigue, il y avait encore cette notion de danse de couple qui était là et qui t'a du coup attiré comme ça. Alors, il y a ce truc de détermination aussi, parce que tu arrives en France, bien sûr, ça y est, tu trouves tes marques, tu trouves les personnes qu'il faut pour danser avec toi. Est-ce que tu te lances immédiatement dans les battles ou ça vient bien après? Alors, mon idée, c'était de m'entraîner comme une folle. J'allais tout le temps au 104 parce que je voulais absolument gagner les battles hip-hop, house, nanana. En même temps, j'avais beaucoup de dates. Du coup, ça prenait du temps sur l'entraînement. Et j'en faisais une par-ci, une par-là. En même temps, je m'entraînais en freestyle. Mais il y avait le côté scénique qui avait pris le dessus. Donc, disons que j'ai pris une maturité scénique, professionnelle dans la danse. Et là, aujourd'hui, comme j'ai acquis ça, je reviens à mon côté freestyle, entraînement et battle. Donc, disons que j'ai toujours fait des battles, mais là, dernièrement, je me remets à fond. Et disons que tous les jours, c'est l'entraînement pour les battles. Tu parles du côté scénique. Est-ce que tu penses que la scène permet de t'exprimer, de laisser parler la petite fille qui a grandi à San Marino, d'exprimer tout ce dont elle a envie? Est-ce que ça t'aide dans ce sens-là? Absolument. Moi, sur scène, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je m'amuse tellement. J'ai mon personnage. Parfois, je rigole. Parfois, je pleure. Parfois, je crie.
j'ai vraiment, j'ai revois cette petite Martina en train de s'amuser comme si j'avais un petit jouet. Et ben moi, mon jouet, c'est la scène. Et le public, j'adore le public, le contact, les émotions, ce qu'on peut transmettre. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Alors, la danse a son avantage, parce que j'aimerais la comparer à la vie. Il y a ce côté, quand on n'arrive pas, on bosse, on travaille durement. Et est-ce que cette détermination qui te vient depuis le côté quand tu étais enfant t'a aidé à progresser dans ce monde et à faire face à certains obstacles et à les outrepasser? Absolument, parce que parfois on est blessé, on est fatigué, ça vient pas, on travaille pas ou on n'est pas forcément, comment dire, appelé là où on veut être appelé. Et du coup, tu te dis putain, désolé, purée, Oh, ça va. purée. Tu peux t'exprimer. Ça ne marche pas. Les gens, parfois, ils t'appellent pas, ils te mettent pas dans les bons plans. Et tu dis, ah, c'est comme ça. Vas-y, je vais m'entraîner tellement, je veux être tellement forte que tu vas voir, je vais gagner les battles, je vais faire ça, je vais faire ci. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, le travail paye toujours. Et du coup, même si les gens, ils veulent pas de toi ou tu as des combats personnels avec certaines personnes, je veux pas dire que j'en ai, hein, mais c'est vrai que j'étais une étrangère venue à Paris et j'ai dû faire ma place, mon nom. Et ça n'a pas été toujours facile ou direct. J'ai mis du temps parce que, oui, il faut une détermination, il faut une discipline. Et quand tu n'es pas inspiré, tu n'as pas forcément envie parce que tu es fatigué. Aujourd'hui, il pleut, tu es triste. Non, il faut s'accrocher et dire, OK, j'ai pas d'inspiration. Vas-y, je vais faire des exercices. Je vais entraîner le physique. Je vais entraîner le côté workout. Je ne sais pas. Mais il faut toujours penser à tes résultats d'après. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, vas-y, ouais, excuse-moi. La place de la femme dans ce milieu... On est connecté. J'allais lui poser. Ouh là là. Alors, avant, en fait, parce qu'on est sur deux milieux en réalité. On est sur le milieu salsa, je connais pas forcément. Et on a le milieu hip-hop. J'aimerais bien, parce que il y a eu des revendications la dernière fois avec Alors, moi, j'aimerais rajouter un truc, parce que j'aimerais rajouter d'autres trucs à cette question-là. Le hip-hop, contrairement à ce qu'on pense, est l'une des danses où les danseuses se confrontent aux danseurs hommes plus facilement que dans d'autres disciplines. Et d'ailleurs, les danseuses femmes peuvent même être amenées à gagner, que ça soit au juste debout, que ça soit... Après, je parle plus du debout. Le break dance, c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc, mais malgré ça, on peut constater que certaines, comme disait bien Lexflo, certaines femmes ont quelques revendications vis-à-vis de ça. Là, je parle de l'aspect de la danse. Après, je reviendrai sur un autre aspect. Est-ce que tu penses que toi, en tant que femme, il peut arriver qu'on te mette des bâtons dans les roues parce que tu te dis, ouais, je suis une femme, c'est pour ça que là, j'ai pas gagné. Ok. Alors, commençons par les principes. Le commencement du commencement. La danse hip-hop était créée par des hommes, donc c'est normal, c'est un milieu masculin. Oui. Il y a beaucoup d'hommes dans ce milieu-là, mais ce qu'ils ont fait les hommes, c'est qu'ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont dit venez avec nous, on va faire un truc ensemble. Parfois, comme vous êtes fort physiquement, c'est vrai qu'il y a de la prestance physique, vous pouvez faire plus facilement des acrobaties, je sais pas, vous avez plus de force. Du coup, parfois, c'est plus impactant de voir un homme faire certains passages parce que les hommes, ils vont tout droit, ils se donnent les moyens, ils n'ont pas d'excuses. Les femmes, parfois, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, on est beaucoup dans l'émotion et tout ça. Donc, là où on peut nous ralentir nous-mêmes, je pense qu'il faudrait juste se dire, si je n'ai pas gagné, c'est parce que peut-être je ne me suis pas assez entraînée ou parce que je me suis posé trop de questions. Avant, peut-être, oui, il y avait des limites, des hommes qui voulaient mettre des bâtons dans les roues aux femmes parce qu'ils nous pensaient peut-être plus faibles. Je ne sais pas, peut-être il y avait un peu plus de discrimination dans le passé ou quelqu'un qui ne te juge pas assez forte parce que tu ne fais pas les mêmes passages, les mêmes skills des hommes, je ne sais pas, niveau force ou comment dire, explosivité, etc. Aujourd'hui, je pense que les femmes, comme les hommes,
on a une très belle danse. On est différents. On peut s'apporter mutuellement. On est complémentaires. Totalement. Et c'est que les femmes, elles ont, les hommes aussi peuvent l'avoir et vice-versa. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont compris ça, qui ont peu coexister dans cette communauté. Et du coup, pour moi, non, c'est plus vrai le fait que les hommes, ils veulent faire gagner les hommes. Pour moi, les hommes, ils gagnent parce qu'ils sont plus focus, ils sont plus déterminés et disciplinés dans l'entraînement. Ce qu'on manque, nous, c'est que parfois, je pense qu'on s'est auto-sabote. Il y a de l'auto-sabotage de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on a peur, justement, que les hommes ne nous calculent pas. Et du coup, cette peur, elle prend le dessus. C'est chose qui ne nous permet pas d'arriver au bout des choses. Genre, tu arrives en demi-finale, finale, et après, tu as peur, tu dis, ah, voilà, c'est un homme en face. Et du coup, ton énergie, elle baisse, tu lâches l'affaire. La peur de gagner. Il faut vraiment rien lâcher, arriver jusqu'au bout. Et là, je peux citer des noms de filles qui arrivent très bien à le faire. Ici en France, il y a Mels, Laura Nala. Mels qui a gagné le Total Session il y a quelques semaines aux États-Unis. Voilà, et tu as des lycées. Crystal Session, j'espère bientôt d'être dans les noms des battles aussi. Je viendrai bientôt, vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense qu'il est arrivé un moment, il faut arrêter de se prendre la tête, de dire ah, les hommes sont contre les femmes, ah, les femmes, elles sont féministes. Non, les gars, on est tous ensemble. Ce milieu, il existe avec les hommes et les femmes. Et on est beau, on a besoin des uns et des autres parce qu'on a des danses différentes. On peut qu'enrichir le hip-hop comme ça. Et c'est avec cette détermination que tu as pu te retrouver dans le Red Bull Dance Your Style. Ah ouais, c'est vrai. Ah, vous me manquez, les gars de Red Bull. Revenez à moi, vous êtes où? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience? Ah ouais, c'était l'un des moments de danse les plus intenses et plus beaux de ma vie. C'était en 2019, avant le Covid d'ailleurs. Yuval, il m'invite au battle Red Bull Dance Your Style à Paris parce que j'avais fait un battle ça s'appelait Footwork, un battle où il y avait tous les footwork possibles. Top rock, salsa, house, jazz. Il y avait Babson, Petit Robert, il y avait John de Amsterdam, il y avait les gens du jazz rock, les Richard, les Jean-Claude Marignal. Il y avait plein de gens ce jour-là. Ce jour-là, j'ai dansé avec Petit Robert et on a eu une connexion, un moment, je dirais... comment dire, un moment de grâce. Je sais pas, j'étais connectée ailleurs ce jour-là. Et j'ai dansé avec mes talons. Et notamment Babson, ce jour-là, il m'a vu, il a dit « Waouh, Martina, toi, t'es différente. » Et je pense que Yuval, il a vu ma différence ce jour-là. Et il a voulu m'inviter au Red Bull Dance Your Style. Yuval est partout. Il va falloir qu'un jour, on fasse un épisode avec lui. Ah ouais, ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois déjà. En même temps... Yuval, ouais, il m'a invité au Red Bull Dance Your Style à Paris. Je suis arrivée dans les top 4. Du coup, finale à Marseille. Et je pense que les gens qui travaillaient avec moi, qui travaillaient pour le Red Bull, ils ont vu ma danse, et le freestyle avec les talons, la différence, un truc qu'ils n'avaient pas forcément déjà vu. Ça leur a plu. Et du coup, je suis partie en tournée avec eux. Ils m'ont dit « Martina, tu veux travailler avec nous ?» On a commencé à faire des tournages vidéo, notamment avec TikTok. On est parti dans le sud promouvoir l'événement de Red Bull Dance Style. Ah, t'étais avec David, c'est ça? Comment? C'était l'été où tu étais avec Chacal? Ouais, Chacal. Ok, d'accord. Il y avait Chacal, il y avait Kefton, Candyman, Boubou, Mels. C'était incroyable. On était dans tout le sud, on a fait toute la Côte d'Azur pour promouvoir. On allait dans chaque ville et on faisait un battle exhibition avec les danseurs sur place. Et voilà, et après, on m'a appelé l'année d'après, j'ai continué à travailler avec eux, mais le Covid, notre magnifique ami, Covid. Et voilà. Ça a cassé pas mal de choses et c'est vrai qu'il y a eu un vide même au niveau artistique. Alors, quand tu t'es retrouvé dans le Red Bull Dance Your Style, est-ce que tu as retrouvé un peu ce que tu cherchais en quittant l'Italie, ce côté partage, mais ce côté aussi, là j'ai des personnes en face de moi qui ont une certaine qualité de danse. Je suis excité parce que ça va me pousser à aller au-delà de mes capacités.
Franchement, le Red Bull Dancer Style, c'est une expérience que je souhaite à tous les danseurs. Parce qu'on voit des mélanges, des influences dans tous les styles de danse. On est libre. On se retrouve à danser sur du Britney Spears, comme sur du hip-hop, du R&B, de la salsa, du classique. Tu peux avoir tout style de musique. Et là, c'est trop amusant parce que tu fais n'importe quoi. Tu laisses ta danse parler, ta technique. Parfois, ton corps, il est amené à faire des choses que tu te dis « Ah, je suis capable de faire ça !» juste parce que le style, il est en train de te guider. La musique, elle te guide. Et le danseur aussi que tu as en face te guide. Peut-être que... Je pense que Red Bull Dancer Style est une occasion incroyable de rencontrer des danseurs que peut-être dans la vie de tous les jours, tu ne rencontres pas. Et des styles de danse différents. Ça enrichit la danse, je pense. Alors, moi, j'aimerais faire un parallèle avec la vie. Est-ce que tu penses que, comme dans la vie, quand on rencontre des personnes qui sont qui sont intéressantes, pas plus intéressantes, mais qui sont intéressantes et qui ont des capacités autres ou qui ont des motivations encore plus fortes que la nôtre, est-ce que ce genre de personnes peut nous permettre de nous dépasser, de nous surpasser? Absolument. Moi, pour ce qui me concerne, quand j'ai un adversaire en face qui fait des choses que je ne suis pas du tout capable de faire ou que peut-être il fait mieux que moi parce qu'il tape le son différemment, il va prendre l'espace différemment, il va mettre un style de danse totalement inattendu sur un son que j'aurais jamais... Genre, il va faire de l'afro sur du rock, je ne sais pas. Toutes ces choses-là, elles m'inspirent d'une puissance ultime et je pense que... c'est ça qui permet à la danse d'évoluer à fond. Voilà quoi. Non, ça c'est évident. Chef, on a encore du temps ou il nous reste peut-être 5-10 minutes? Comme tu veux. Ouais, il nous reste 5-10 minutes, mais j'ai quelques questions à te poser vu qu'on a une invitée super intéressante. Alors maintenant que tu as acquis tout ce background, parce qu'il est clair que tu as acquis tout ce background, que tu enchaînes les battles, récemment tu étais encore au Red Bull BC One si je ne me trompe pas. Oui. Là, c'est pas le Red Break Down the House. Ouais, c'est pas le Red Bull Dance One, mais c'est vraiment la grosse compétition. On a pu voir à quel point tu t'es éclaté et à quel point tu as pu impressionner. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on l'a vu. Tout ce background acquis, est-ce que un retour en Italie est dans ta tête? Un retour en Italie, tu veux dire quoi? Si les gens ils me voient en Italie? Si par exemple, tu peux te dire, bon, maintenant, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai reçu, est-ce que je serais moi-même enclin à aller en Italie pour enseigner ma façon de voir les choses et de danser? Alors, c'est sûr que j'aimerais bien transmettre ma connaissance, tout mon savoir maintenant en Italie, mais je pense que je n'ai pas du tout encore terminé mon processus. J'aimerais bien aller habiter peut-être plus tard dans une autre ville. Je n'ai pas encore terminé de faire le tour du monde. Là, je suis dans une phase de ma vie où je veux vraiment voyager, apprendre, échanger. Là, je vais aller en Corée, en Japon. Je vais retourner dans les États-Unis. En fait, j'ai envie vraiment d'abord prendre tout ce qu'il y a à prendre, manger toute la culture du monde, toute la danse, le savoir que je peux. Et après, plus tard, peut-être, je rentrerai en Italie à donner, transmettre tout ce que j'ai pu savoir. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que je pense que dans la vie, parce que là, tu fais un métier artistique, mais dans d'autres métiers, c'est pareil. C'est faire vraiment le tour du monde, acquérir les informations que nous devons avoir pour pouvoir par la suite savoir où nous allons. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le voyage. Et je pense qu'on devrait conseiller aux jeunes de voyager même avant de commencer à travailler pour moi, pour savoir vraiment ce que l'on est. Vraiment ce que l'on est. Surtout aussi aller à la rencontre des différentes cultures, en fait, en réalité. Qu'on se rend compte qu'en fait, en voyageant, grâce à la danse, un peu comme toi, c'est là où tu te rends compte que on est différent, qu'on peut voir le monde différent, qu'on mange différemment, qu'on a une vision de la vie qui est différente. Et pour la danse, quand on parle de la danse aussi, on fait du hip-hop, mais on le vit autrement. Et je pense que c'est ça qui nous permet de nous enrichir en réalité, les voyages et l'échange culturel. Absolument. Totalement. Et moi, j'ai une question, parce que ces derniers jours, on t'a vu, et je pense que tu ne le faisais pas, tenter un autre style de danse qui est le zouk. Ah
qui est le zouk? Alors, disons que maintenant, je le tente plus parce que ça fait 8 ans que je suis en France et je connaissais pas du tout cette danse avant. Je l'ai découverte ici. Parce que ici, j'ai beaucoup d'amis antillais et je suis tombée amoureuse de cette culture, de cette musique, de cette danse. Et malgré moi, comme j'aime beaucoup sortir, je suis une fêtarde. À chaque fois dans les clubs, il passait du zouk. Au fur et à mesure, je suis une danseuse. C'est une Donc, spécialité française. Zouk ou kizomba? Zouk ou kizomba? Zouk, Zouk, kizomba zouk. encore, c'est plus dans les soirées particulières. J'ai découvert la kizomba aussi également. Mais le zouk, en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de cette danse qui est très OK. Il y a côté sensuel, côté connexion entre hommes et femmes ou whatever. Mais elle peut être aussi très, comment dire, chorégraphique, si on veut. On peut faire des spectacles, on peut faire des compétitions. Aujourd'hui, c'est pour ça, je me suis lancée dans la compète avec mon partenaire parce que les anciens du zouk, ils essaient d'étaler un peu plus la culture parce que ça se perd entre les jeunes. Il y a d'ailleurs ce fameux débat sur est-ce qu'Aya fait du R&B ou fait du zouk, et Aya assume le fait qu'elle fait les deux et son amour pour le zouk. Il faut donner les lettres de noblesse à ceux qui le méritent. Et du coup, tu t'es mis dans le zouk, et ça t'a amené aux Antilles. En Martinique, ouais. On a gagné à Paris le Code du Zouk, qui c'est un concours de zouk qui ont décidé justement les chanteurs, les anciens du zouk, les gens de la culture antillaise. De mettre en place cette compétition pour amener un peu les jeunes à se réintéresser de leur culture parce qu'elles disent maintenant les jeunes ils veulent qu'aller en boîte, faire du chata et boire la fête nanana, et on perd le côté vraiment danse traditionnelle qui était transmise par les grands-parents, les parents, les tatas, et maintenant du coup ils essayent avec la compétition de dire ok, on ramène des choses de retransmettre dans notre culture, et on a gagné à Paris. On est allé en Martinique, on est arrivé deuxième, malheureusement. Mais bien, déjà. On est content et j'adore vraiment. Je vous aime, les Antilles. Je vous aime. Je vous aime. Une dernière question avant de terminer, parce que le podcast arrive à sa fin. Si tu devais ramener une danseuse à cette émission, un danseur ou une danseuse, ça serait laquelle? Oh là là, tu me poses cette question. Et pourquoi d'ailleurs? Difficile. Là, j'ai pas le temps. Il y a trop de gens. C'est compliqué parce que j'ai plein de danseurs et danseuses. Une danseuse ou un danseur qui, tu penses, nous apprendrait beaucoup de choses à nous, mais aussi aux personnes qui écouteraient ou verraient ce podcast. Par leur savoir-vivre, leur sagesse, la perception de la vie qu'ils ont, le mindset qu'ils ont. J'ai envie de te dire Roots. Comment? Barcelone, l'espagnol, Roots. C'est une danseuse de hip-hop. D'accord. Qui a fait beaucoup pour la communauté hip-hop et féminine et en général en Espagne. Donc, Ruth, c'est une femme qui représente aussi côté guerrière, puissance, partage, culture. Elle a beaucoup fait pour la culture là-bas. D'accord. Après, un de mes danseurs préférés, que pour moi, c'est vraiment un ordinateur plein d'informations, c'est Icy. Mais maintenant, il est parti. Ils nous l'ont pris, les Chinois. Voilà, moi, j'aimerais bien Icy. Et Ruth. Et Ruth, et plein d'autres. Capella, Mamson. Je te donne plein des blablabla des listes. Ruth, Icy, Capella, Mamson, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Si vous voulez venir. En tout cas, et un dernier truc, ta danseuse ou ton danseur modèle. Peu importe, ça peut être en France ou ailleurs. Ici pour le hip-hop. Ouais. Je dirais Capella et Mamson pour la house. D'accord. Ok. On te remercie énormément, Martina, d'être venue et d'avoir partagé toutes ces infos, toutes ces belles paroles avec nous. Et on te souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Peace, love.